Dans cette présentation, je vais vous montrer un petit peu en fait la démarche réflexive que j'ai eue autour des jeux sérieux, donc dans mes enseignements. Alors, le plan que je vais faire pendant cette présentation. Donc déjà, je vais vous présenter ma discipline. Je suis professeur de PSE, prévention santé environnement en lycée professionnel. Ensuite, je vais vous montrer en fait le constat que j'ai fait et toutes les problématiques qui peuvent être abordées à cause de cette discipline, par cette discipline. Ensuite, ben, quelques pistes pour répondre à ces problématiques. Des pistes qui vont être basées sur les neurosciences, sur l'evidence-based education. Euh, Ensuite, la démarche pédagogique qu'on peut mettre en place pour répondre à cette problématique en utilisant des supports différenciés, des modalités de jeu différenciées. Et ensuite, dernier point, on va voir comment est-ce que dans nos enseignements, on peut avoir des supports, collaborer dans la discipline. Donc ça, c'est un petit point rapide qu'on va pouvoir faire. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pas de souci? Ok. Alors, première partie, la présentation de ma discipline. Donc, moi, je vous ai dit, je suis professeur de biotechnologie et j'enseigne la prévention santé-environnement. En fait, la prévention santé-environnement, l'objectif et l'enjeu de cet enseignement, c'est pour que les élèves deviennent acteurs de prévention, que ce soit au niveau de leur santé et celle de leurs proches, que ce soit au niveau d'être acteur de prévention pour les enjeux environnementaux et pour les risques professionnels. Comment est-ce que cette matière, elle est dispensée en lycée professionnel? On va avoir 1 heure d'enseignement par semaine par classe. Donc, ça fait beaucoup de classes. Ça va être pour toutes les filières de lycée professionnel, CAP, Bac Pro, de la seconde jusqu'à la terminale, de l'entrée au lycée jusqu'à l'obtention du diplôme. C'est une discipline, une matière qui est rattachée à l'enseignement professionnel. Et en fait, il y a une épreuve certificative, l'examen, que ce soit en CAP ou en Bac Pro, en fin de cursus. En juin, une épreuve écrite sur table pour le bac professionnel, par exemple. Et voilà. Donc, quels sont les constats et les problématiques qui vont être soulevées? Alors, dans les constats, déjà, le premier que j'ai déjà commencé à aborder, c'est que les savoirs vont être évalués après 2 à 3 ans de cours. En fait, l'épreuve certificative, elle va avoir lieu en fin de cursus et elle va comprendre tous les enseignements, elle va porter sur tous les enseignements que les élèves ont eus dès la première année en lycée professionnel. Et donc, on a beaucoup de thèmes qui vont être abordés dans les programmes. Par exemple, au niveau de la santé, on va parler du sommeil, des addictions, la santé liée à l'alimentation, aux pratiques sportives, à l'activité physique, au stress, etc. Si je prends juste la partie santé, après, il y a la partie environnement, la partie risque professionnel, etc. Donc, dans les constats, on a aussi peu d'heures d'enseignement, 1 seule heure par semaine. C'est une discipline aussi qui a un faible coefficient pour leur diplôme. Et aussi, vu qu'on opère en lycée professionnel, on va avoir un contexte socioculturel assez difficile pour nos élèves. Ils n'ont pas tous les mêmes moyens de travail à la maison. Ensuite, on a des élèves qui parfois sont désabusés par le travail scolaire. Et d'une manière générale, on observe qu'il y a peu de travail à la maison qui est fait quotidiennement. Donc les problématiques qui découlent naturellement de tout ça, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir motiver les élèves à travailler pour acquérir des savoirs associés, des connaissances, et justement, comment est-ce qu'on va pouvoir consolider ces connaissances sur le long terme pour que 2, 3 ans plus tard, ils puissent restituer ces connaissances pendant l'examen. Alors, juste un petit tour
Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que tout le monde suit bien? Il n'y a pas de souci. Juste un petit tour sur le chat. Ok, j'attends une petite réponse pour continuer. Ok, tout est ok. Merci. Alors, donc quelques pistes pour répondre donc à la problématique. Donc, on peut se baser sur sur ce qu'on connaît aujourd'hui des neurosciences, sur l'evidence-based education. Alors, parlons un petit peu de la mémorisation. Donc, l'objectif, c'est de favoriser les mécanismes donc d'apprentissage actif. Donc ça, pour ça, en utilisant le jeu, on va faire en sorte que le joueur va être acteur de ses apprentissages. Donc en bas, je vous ai mis un petit lien sur une chaîne YouTube qui est plutôt pas mal, la chaîne YouTube Eduquer, qui parle notamment, entre autres thèmes, de l'utilisation du jeu dans les apprentissages. Donc si vous voulez jeter un petit coup d'œil sur cette chaîne YouTube, c'est plutôt pas mal. Donc, favoriser les mécanismes d'apprentissage actifs. Donc ça, c'est basé sur la pyramide d'Edgar Dale, où on voit que bah, les apprentissages qui sont de type passif, comme la lecture, entendre quelque chose, voir, on va retenir vraiment une partie infime des contenus. Donc, on peut aller jusqu'à 50% de rétention du contenu quand on va regarder un film, par exemple. Et on s'aperçoit que les apprentissages actifs, tels que participer à une discussion ou enseigner soi-même à un collègue, enfin à un autre élève, ça va être vraiment des processus d'apprentissage qui vont favoriser grandement la rétention d'informations. Donc ça peut aller jusqu'à 90%. Ensuite, pour la mémorisation, on peut se baser sur les travaux d'Ebbinghaus qui va montrer que la répétition des contenus, en fait, répéter régulièrement les apprentissages, en fait, va favoriser donc la mémorisation à long terme. Donc ça, par exemple, c'est la courbe de l'oubli. Donc la courbe de l'oubli, en fait, elle nous montre que, donc il faut la lire de gauche à droite, donc à la première répétition, enfin la première fois qu'on va voir un contenu, donc si on considère que 100% du contenu est vu dès la première fois, l'oubli va se faire très 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 rapidement. Donc l'oubli de ces contenus va se faire très rapidement et il va falloir réinvestir ces contenus pour permettre à l'oubli de se faire moins vite. Donc après une première répétition, la courbe de l'oubli nous montre que la, la déperdition d'informations va se faire plus lentement. Ensuite, à la deuxième répétition, encore plus lentement. Et plus on va répéter ces informations, plus la mémorisation va se faire sur le long terme. Donc en fait, classiquement, on va voir que quand on voit, par exemple, un cours, en révisant le soir même, puis le lendemain, puis une semaine après, puis un mois après, en fait, on va ancrer toutes ces informations, donc tous ces savoirs associés, là on parle vraiment de connaissances, de savoir, on va ancrer tout ça dans la mémoire à long terme. Ensuite, utiliser le jeu pour l'implication et la motivation. Donc, on a vu ça dans la plénière. Euh, Moi, je mettrais quand même une réserve. Donc, je parle d'evidence-based education. Le jeu, effectivement, ça a eu un grand essor, une grande popularité ces dernières années. C'est bankable, c'est vraiment très à la mode. Mais il y a eu des études qui ont été faites et il y a eu tellement d'études qu'on a pu faire des méta-analyses qui montrent l'impact en fait de la motivation des élèves et donc aux apprentissages quand ils utilisent les jeux, quand les moyens pédagogiques utilisés sont les serious games. Et en fait, cette méta-analyse montre que
La motivation, elle est un petit peu améliorée, mais c'est pas non plus un effet énorme et flagrant. Donc il faut un petit peu modérer cet engouement qu'on va avoir par rapport au jeu. Donc c'est juste un outil pédagogique supplémentaire pour dispenser nos apprentissages. Donc au niveau de l'implication et de la motivation, donc effectivement, on va pouvoir exploiter le principe de solidarité entre les élèves, de collaboration ou de compétition. Après, bien sûr, la compétition, il va falloir qu'elle soit modérée par le professeur dans les phases de jeu. Et ensuite, on peut exploiter le principe d'adhésion à un groupe, donc l'esprit d'équipe, l'esprit de cohorte qui va favoriser l'entrée dans le jeu et l'entrée dans les apprentissages. Quand on va mettre en place un jeu, le phénomène de groupe va pouvoir faire en sorte que les élèves vont plus s'investir dans ces apprentissages. En fait, l'objectif, c'est d'utiliser le jeu comme un nudge. Le nudge, en fait, en psychosocial, c'est vraiment des petits outils, des petites astuces qui vont orienter des individus à faire des bons choix, des choix qui vont être bénéfiques pour eux. Et généralement, ça se base sur les biais cognitifs. Ça a été montré rapidement dans la plénière. Je vous donne quelques exemples là aussi. Il y a des nudges, donc là c'est une petite parenthèse, hein, au niveau de la santé publique, donc les marches les marches d'escalier, donc escalier versus escalator dans les métros parisiens ou dans les métros même dans plusieurs villes de par le monde, où on va en fait avec quelques petites astuces en fait on va favoriser les bons comportements, les comportements qui ont des apports Ouais, positifs positif. pour les usagers. Donc, par exemple, au niveau des escaliers, donc des contre-marches dans la plénière, on avait parlé Et tout ce qui est- c'était un clavier Un de clavier. piano. Mais ici, on peut mettre aussi sur les contre-marches, mettre par exemple les calories brûlées si on monte les escaliers plutôt que d'utiliser les escalators. Nudges environnementaux aussi qui existent, par exemple des distributeurs de papier qui font un lien entre l'utilisation du papier et la déforestation engendrée par l'utilisation du bois, ou des nudges ici sur les interrupteurs, donc qui vont faire le lien entre l'utilisation d'électricité et de matières premières fossiles. Donc ça, c'est des petites techniques qui permettent d'optimiser les choix plutôt positifs pour les usagers. Il y a des nudges aussi qui sont purement mercantiles. Par exemple, d'ailleurs, c'est comme ça que ça a été démocratisé et vraiment popularisé le nudge. Par exemple, dans l'aéroport de Sydney en Australie, dans les toilettes, ils ont juste appliqué un petit autocollant en forme de mouche dans les urinoirs. Et ce nudge-là a permis de réduire de 80% les frais de nettoyage des sanitaires dans l'aéroport d'Australie. Donc, c'est une petite astuce qui permet d'avoir des avantages. Ensuite, la démarche pédagogique qu'on va mettre en place par rapport au jeu. Donc, comme je vous ai dit, hein, le jeu, ça va être un outil supplémentaire pour diversifier nos contenus d'enseignement. Donc, on va pouvoir utiliser l'apprentissage par le jeu. Quand est-ce qu'on va pouvoir le faire? Donc, euh, après un cours pour réinvestir et vraiment ancrer. Moi vraiment, je vais utiliser le jeu pour vraiment consolider la mémorisation des savoirs associés, donc pouvoir ancrer des compétences, des connaissances sur le long terme. Euh, ou sinon, on peut l'utiliser avant un cours en mettant l'élève en tant que vraiment acteur de sa formation pour découvrir une thématique, pour découvrir quelques contenus. Donc, euh, avec quoi on va pouvoir faire ces phases de jeu? Donc, en utilisant des supports de jeu qui peuvent être variés. Donc, on va voir quelques exemples aussi. Et comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Donc en accompagnant les élèves, en phase de cours, ou sinon, on peut, si les jeux sont bien conçus,
ils peuvent en autonomie découvrir tout seul certains jeux et certains contenus. Mais pour ça, il faut absolument que le jeu il soit vraiment conçu en sorte qu'il puisse ne pas être bloqué rapidement dans la phase du jeu, sinon il va naturellement abandonner ça. Alors, quelques exemples donc des supports, dans les supports différenciés, donc on peut utiliser des jeux des jeux numériques. Donc dans ma discipline, il y a quelques exemples d'escape game. Donc ici, je vous ai mis un escape game dont la thématique va être la gestion du stress. Donc comprendre les mécanismes du stress et comment réduire le stress au quotidien. En Guadeloupe, il y a aussi l'application Caru Santé qui a été développée par l'ARS. Donc, c'est une application de jeu sous forme de questions-réponses avec un bénéfice très rapide parce que quand on va bien répondre aux questions, les élèves peuvent gagner des bons cadeaux pour dépenser chez GoSport, par exemple. Et cette application-là, par exemple, elle a été vraiment relayée par notre inspectrice et notre inspectrice vraiment nous oriente tous les professeurs et essaie de motiver tous les professeurs de la discipline à utiliser cette application comme support pour nos apprentissages. Ensuite, on peut utiliser des jeux physiques. Donc là, je vais vous présenter un jeu que j'ai conçu et que je vais mettre en place donc dans l'objectif, toujours pareil, de consolider la mémorisation des contenus. Donc en fait, je suis parti sur un jeu de plateau assez classique. Donc le design est vraiment à revoir. Donc je vais vraiment essayer de travailler en collaboration avec les professeurs d'art appliqué pour pourquoi pas pendant les heures qu'ils ont avec les élèves, améliorer tout ça. Et comme ça, les élèves vont pouvoir s'approprier ce support. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est comme tout support pédagogique, c'est trouver un lien directeur. Donc moi, j'ai choisi d'utiliser seulement la partie du référentiel qui est consacrée à la santé. Donc là, c'est un jeu de plateau où l'élève va jouer en avançant sur le plateau, donc case après case, en répondant à des questions. S'il répond bien, il va avancer de 3 cases. S'il répond avec un indice, il va avancer que d'une case. Et s'il répond mal, il va reculer. Donc, c'est un jeu de questions-réponses qui est basé sur le capital santé. Donc, c'est des questions sur la santé. En gros, s'il sait maîtriser bien son capital santé, il va avancer tranquillement dans sa vie. Et s'il a des mauvaises réponses, il va reculer. Ensuite, transférer un programme dans les questions. Donc, dans les différentes cartes qui vont être utilisées, donc dans chaque carte, je vais identifier donc déjà la compétence. Donc, c'est un jeu qui est orienté vers les compétences de mon référentiel. Ensuite, j'identifie clairement le module qui est traité dans la question. Et je vais mettre en lien donc, les questions avec le référentiel. Donc, je vais utiliser vraiment les points du référentiel pour créer mes questions. Prochaine diapositive. Donc, il faut faire attention donc, à l'autonomie des élèves. Donc, l'enseignant, il va donc bien sûr présenter le jeu. Il va gérer un petit peu la phase de jeu, mais il va juste guider les élèves quand ils vont bloquer pendant la phase de jeu. Il faut que les élèves soient autonomes le plus possible. Donc, c'est pour ça que sur chaque carte, il va y avoir des indices pour permettre de répondre. Donc, dans les indices, c'est pour favoriser donc l'autonomie des élèves. Parfois, quand je vais avoir des moyens mémotechniques pour aider donc la rétention de l'information, la mémorisation, je vais glisser ces moyens mémotechniques dans les indices. Et il va y avoir donc un deck de cartes, donc une série de cartes par niveau, donc par classe. Une carte, par exemple, une série de cartes pour les secondes, pour les premières, pour les terminales. Donc, pour les secondes, on va leur donner que les cartes de seconde. Pour les élèves de première, on va leur donner les cartes de seconde et de première pour pouvoir réinvestir ce qu'ils ont vu l'année précédente. Et pour les élèves de terminale, ils vont pouvoir jouer avec le jeu complet. Comme ça, ils vont réinvestir
tous les savoirs associés qu'ils ont vus pendant leur cursus. Alors, donc là, je vous ai fait la présentation d'un jeu de plateau classique qui est créé, que j'ai créé donc, de A à Z. Après, il y a d'autres jeux qui vont être possibles. Donc, le même type de jeu de plateau, mais tourné vers les risques environnementaux. Il y a des idées aussi, on peut utiliser, vu qu'aux Antilles, le jeu de domino, il est très populaire, donc on va pouvoir utiliser un jeu de domino où chaque chiffre, par exemple, enfin chaque numéro va représenter, donc par exemple là, un jeu de domino IST sur les maladies sexuellement transmissibles, donc un jeu de domino sur les IST, par exemple, le chiffre 1 va représenter le sida, avec la première occurrence du chiffre 1, ça va être les symptômes du sida. La deuxième occurrence, les dommages du sida sur la santé. Troisième occurrence, les modes de contamination, etc. Donc, en faisant des petites cartes de domino, on va pouvoir donc transférer un jeu classique en jeu pédagogique. Il y a aussi la possibilité de faire un jeu de type Cluedo pour recherche de tout ce qui est accident professionnel. Donc un jeu d'aventure et un jeu qui va permettre donc de faire une enquête pour identifier quel accident professionnel a eu lieu, comment ça s'est passé, etc. Alors, quelle modalité on va pouvoir utiliser pour mettre en place ces jeux-là? Donc, en classe, l'enseignant, il va pouvoir présenter son jeu, ensuite guider les élèves. À la fin de chaque séance de jeu, il faut faire un petit bilan sur la phase de jeu, et après, l'enseignant va évaluer est-ce que cette pédagogie-là par le jeu a été efficace ou non. Ensuite, avec certains jeux, notamment les jeux numériques avec les outils comme Geniali, donc les escape games numériques, à la maison, l'élève va pouvoir être autonome, mais là, il faut faire attention, notamment en lycée professionnel, car tous les élèves n'ont pas les mêmes moyens à la maison, ils n'ont pas tous d'ordinateur, ils n'ont pas tous de connexion Internet. Donc, il faut faire attention quand on va choisir cette voie-là. Une dernière possibilité aussi en ludothèque, donc que ce soit au CDI, en salle d'études, on peut créer une ludothèque, donc une base de jeux soit en physique avec des jeux de type de société, ou une ludothèque numérique où les élèves vont aller au CDI, se connecter à un réseau et aller chercher des jeux sous forme numérique qui sont sur le réseau du CDI. Donc, dernière partie, collaboration et diffusion disciplinaire. Donc, moi, ce projet de jeu dans mes enseignements, en fait, il est soutenu par le projet Innovation pédagogique. Donc, je vous ai mis le lien, du site du projet Innovation au niveau de l'Académie Guadeloupe. Et donc, c'est une structure en fait qui accompagne tout ce qui est projet innovant au sein de l'académie. Ensuite, bien sûr que l'objectif, c'est vraiment que tous ces outils et toutes ces innovations restent pas dans votre classe. Donc, une des choses bien, c'est de se regrouper par discipline et de diffuser les jeux qui ont été créés. Et un point aussi qui est important, c'est que la conception de jeu, elle est assez chronophage. Donc l'idéal, c'est de se regrouper par discipline pour créer des jeux, pour créer une base de données, une base ludo-éducative de jeux à utiliser en classe. Et après, en fonction des élèves, en fonction des disciplines, enfin en fonction des filières, d'élèves, aller piocher les jeux qui matchent le mieux avec le profil de nos élèves. Donc voilà, ma présentation est terminée. Donc je vous laisse mon mail si vous avez des questions. Là, je vais retourner voir un petit peu dans le chat si vous avez des questions, si vous avez envie de participer,
d'émettre des remarques, je suis à votre disposition. Donc n'hésitez pas. Alors, est-ce que la présentation elle a été claire déjà? Ok. Est-ce que si vous avez des autres des remarques, des améliorations à apporter, n'hésitez pas. Bon, eh ben, pas de remarques particulières. Donc, je reste encore un petit peu avec vous jusqu'à on va dire midi 5 si vous avez des petites questions. Alors, pour la pyramide, c'est Edgar Dale, D-A-L-E. Donc, je vais le repasser. Voilà. Alors, juste des petites remarques hein, au niveau neurosciences. C'est vrai que ça aussi, ça a beaucoup, c'est beaucoup à la mode en ce moment. Il faut faire attention avec ce qui est dit hein, dans les neurosciences. C'est pas non plus la panacée. C'est juste des petits outils qui permettent d'améliorer un petit peu les apprentissages, mais on peut pas se baser essentiellement là-dessus, notamment sur les types d'apprentissage, etc. Alors, qu'en est-il des élèves qui ont des difficultés en expression par rapport à votre jeu? Justement, dans les difficultés d'expression, c'est là où on va pouvoir favoriser le travail en équipe. Donc, ça peut être un jeu où chaque élève va jouer individuellement, ou on peut faire des équipes, donc par binôme, où l'élève va pouvoir, où à deux, on va pouvoir collaborer, reformuler, et justement avec un système de collaboration avec les pairs, donc de reformuler, aider à s'exprimer pour répondre aux questions. Bon, j'attends encore 2-3 minutes et après je vais clôturer l'atelier. Donc oui, oui, bien sûr, l'apprentissage par le jeu et l'utilisation par le jeu, effectivement, même hors cadre scolaire, on voit très bien que même les enfants, dès le plus jeune âge, apprennent par le jeu, donc en imitant en s'inventant des mondes ludiques. Et c'est un des mécanismes qui est favorisé pour les apprentissages naturellement, de façon naturelle et de façon instinctive. Donc, c'est pour ça il faut essayer d'utiliser tout ça dans nos enseignements et hors cadre scolaire, effectivement.
Ah oui, bien sûr que c'est valable aussi pour les adultes, hein. Les mécanismes cognitifs qui sont développés chez les enfants, ils restent ancrés chez les adultes. Donc l'apprentissage par le jeu, mais c'est d'ailleurs ça a été très bien présenté dans la plénière. Les jeux d'apprentissage chez les adultes sont très utilisés. Bon, eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais clôturer donc la session. Donc, merci à tous d'avoir été présents. Merci de vos questions et de votre participation pour ceux qui ont participé. Et je vous souhaite une bonne fin de colloque et une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.